Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au roi Éric XIV de Suède, homme tout à fait en contradiction, éduqué et intelligent, ambitieux et talentueux, mais aussi arrogant, barbare et agressif. Désireux d'accroître la puissance de la Suède et de son royaume, il conquiert l'Estonie et s'implique dans la guerre de 7 ans avec le Danemark et la Pologne, malgré les conquêtes et les batailles. Éric XIV présente de plus en plus de signes de folie, conduisant le monarque à des crises de paranoïa et à une folie assassine. Vous voulez en savoir plus sur Éric XIV? Venez à... Éric XIV vient au monde au château de Trikronor le matin du 13 décembre 1533. Sa mère, Catherine de Saxe-Lauenbourg, meurt avant sa deuxième année. En 1536, son père Gustav Vasa épouse Margaret Lohentzwud, une noble suédoise. Éric XIV avait une relation tendue avec lui parce qu'il était en avance sur son fils aîné, Johanna, futur Johann III, dans l'ordre de succession au trône de Suède. La forteresse est un lieu symbole de la monarchie de Suède, car lorsque le roi Gustav Vasa libère la Suède de l'union de Kalmar, une série d'unions personnelles entre le Danemark, la Suède et la Norvège depuis 1397, et rend la Suède à nouveau indépendante, le château de Trikronor devient son siège royal le plus important. Le premier professeur d'Éric XIV fut l'érudit allemand Georges Norman, dont les services furent peu après requis ailleurs dans l'État suédois. Il est remplacé par le calviniste français Denis Beureus, enseignant à lui-même et à son demi-frère Johann, et semble avoir été apprécié par les deux. Éric XIV a eu beaucoup de succès en langue étrangère et en mathématiques. Il est intelligent et artistiquement doué. C'était aussi un historien averti, un bon écrivain et un connaisseur de l'astrologie. Quand Éric XIV a commencé à apparaître en public, il a été appelé roi élu. Et après la réunion du Parlement à Stockholm en 1560, il a reçu le titre de roi héréditaire. En 1557, Éric XIV se voit attribuer les fiefs de Kalmar, Kroenberg et Hollande. Il s'installe dans la ville de Kalmar. Après son apparition en public, il a rapidement été appelé le roi élu, en partie parce qu'il correspondait à toutes les normes. Éric XIV avait les cheveux blonds, les yeux bleus, une silhouette majestueuse et possédait une barbe impressionnante, démontrant de grandes qualités en politique. Pendant ce temps, sa relation avec son père était également tendue et les deux s'espionnaient mutuellement. À la recherche d'alliances politiques utiles pour asseoir sa position à la cour et surtout pour contracter une alliance en faveur de la Suède. Contre la volonté de son père, Éric XIV entame des négociations de mariage avec la future reine Élisabeth Ier et la poursuit pendant plusieurs années. Une alliance avec l'Angleterre assurait à la Suède une alliance maritime puissante contre le Danemark et la Norvège, tout en assurant un commerce fructueux. Les tensions entre Éric XIV et son père grandissent au fur et à mesure des négociations et des demandes d'union matrimoniale. Le futur roi de Suède fait également des demandes en mariage infructueuses à la catholique Marie Stuart, reine d'Écosse, qui épouse en 1558 le roi de France François II. Il demande également à René de Lorraine, à Anne de Saxe et à Christine de Hesse. Éric XIV s'entoure d'un groupe de jeunes hommes talentueux avec lesquels il mène une vie de décadence et d'excès. La future reine de Suède se nomme Carina, née à Stockholm, fille d'un soldat et plus tard gardien de prison nommé Mans, et de sa femme, Ingrid. Sa mère était issue d'une famille de paysans et aurait vendu des légumes sur la place du marché. On pense que ses deux parents sont morts vers 1560. Selon la légende, Éric XIV la remarque pour la première fois en train de vendre des noix sur une place de Stockholm, et fut si étonné de sa beauté qu'il l'emmène à la cour comme son amante. En réalité, Karine était, en 1564, employée comme servante de l'épouse du musicien de la cour du roi. La position semble avoir été assez officielle, car elle a reçu des vêtements coûteux et est apparue ouvertement avec lui à la cour. Elle a reçu son propre appartement et ses propres domestiques. Karine est une des rares roturières devenues reine de Suède par son mariage avec le roi Éric XIV.
Éric XIV succède à son père Gustave Vasa comme roi de Suède en 1560, à la santé déclinante. Lorsque sa tombe a été ouverte en 1945, un examen de son cadavre a révélé qu'il avait souffert d'infections chroniques d'une jambe et de la mâchoire. En 1560, il prononce un dernier discours devant les chanceliers, ses enfants et d'autres nobles, dans lesquels il les encourage à demeurer unis. Le 29 septembre 1560, Gustave Vasa meurt. Il est enterré avec 3 de ses épouses, dont seulement 2 sont gravées, dans la cathédrale d'Uppsala. La nouvelle de la mort de son père parvint à Éric XIV alors qu'il était sur le point de s'embarquer pour l'Angleterre, afin d'obtenir la main de la reine Élisabeth Ier. De retour à Stockholm, il convoque un Reichstag qui se réunit le 15 avril 1560. C'est là qu'il adopte les propositions royales connues sous le nom d'articles d'Arboga, qui réduisent considérablement l'autorité des ducs royaux Johannes et Charles, respectivement futurs Johannes III et Charles IX, dans leurs provinces respectives. Le nouveau roi était couronné sous le nom d'Éric XIV, mais n'était pas nécessairement le 14e roi de Suède nommé Éric. Lui et son frère Charles adoptent des numéros de règne, selon l'histoire de la Suède en partie fictive de Johannes Magnus. Il y avait cependant eu au moins 6 rois suédois antérieurs portant le nom d'Éric, ainsi que de ses précédents, dont on sait très peu de choses. Dès le début de son règne, Éric XIV s'oppose à la noblesse suédoise. Il choisit comme proche conseiller Roran Persson, qui avait échappé de justesse à l'exécution sous le règne précédent. Persson était également opposé à la noblesse et un adversaire déterminé du demi-frère d'Éric XIV, le futur Johannes III de Suède, duc de Finlande, et marié à une princesse polonaise contre l'avis d'Éric XIV, ce qui fait de la Finlande une alliée de la Pologne de Sigismund II Jagellon. Johannes poursuit une politique expansionniste en Livonie en violation des articles d'Arboga, ce qui conduit à des querelles entre les frères. En 1563, Johannes fut capturé par une armée envoyée en Finlande et jugé pour haute trahison sur ordre du roi de Suède, son frère. Cependant, malgré une politique ambitieuse et de consolidation de la monarchie, Éric XIV montre dès le début de son règne des signes de schizophrénie et de paranoïa. 2 gardes sont exécutés simplement parce qu'ils l'ennuyaient. Il est interdit de rire et de chuchoter en sa présence, car cela lui donne l'impression que l'on se moque de lui ou complote contre lui. Le moindre détail suffit à déclencher chez lui une colère démesurée. Sa méfiance et ses actes finiront par le rendre fou. En politique intérieure, les ambitions d'Éric XIV sont fortement contrecarrées par la noblesse suédoise, y compris par son demi-frère Johannes, qui se rebelle, mais est capturé et jugé pour haute trahison en 1563. La majeure partie du règne d'Éric XIV est dominée par la guerre nordique de 7 ans contre le Danemark, pendant laquelle il repousse avec succès la plupart des tentatives danoises de conquête, mais où, en revanche, il se montre incapable de conserver ses propres conquêtes. À l'origine, l'union de Kalmar regroupait les 3 royaumes scandinaves, le Danemark, la Norvège et la Suède, de 1397 à 1523. La contestation de l'hégémonie danoise par la Suède a provoqué son éclatement et laissé un ressentiment durable entre les 2 pays. Celui-ci se manifeste à plusieurs reprises pendant le règne de Gustave Ier Vasa, par exemple lorsque le roi de Danemark Christian III a inclus les armes suédoises sur ses propres armes, signe que le Danemark continue à revendiquer la Suède. Contrairement à son père qui s'était contenté de gouverner un État indépendant, Éric XIV a essayé d'étendre son influence dans la région de la Baltique et en Estonie, entamant le processus qui aboutit à ce que la Suède devienne une grande puissance au XVIIe siècle. Cet expansionniste aboutit à un conflit avec son cousin Frédéric II de Danemark-Norvège 1559-1588. La majeure partie du règne d'Éric XIV est alors dominée par la guerre de Livonie et la guerre de 7 ans contre le Danemark et la Norvège, 1563-1570, au cours de laquelle il repousse avec succès la plupart des tentatives de conquête dano-norvégiennes, mais ne parvient pas à conserver ses propres acquisitions territoriales. Cette guerre d'usure devient extrêmement coûteuse. Les territoires de Scanie furent ravagés par les Suédois et la Norvège fut presque perdue. Au cours de cette guerre, Frédéric II de Danemark conduit personnellement son armée sur le champ de bataille, mais sans grand résultat. Ce conflit endommage les relations avec ses conseillers.
Toutefois, des troubles internes à la Suède et la prise en charge de l'administration danoise par le ministre des Finances Peder Haas stabilisent la situation. La guerre se termine par un statu quo qui permet au Danemark d'obtenir la paix en sauvant la face. Frédéric II signe le traité de Stettin en 1570, qui n'apporte que peu d'avantages au Danemark, mais démontre les limites de la puissance militaire danoise. Durant ce conflit, Éric XIV est devenu plus paranoïaque, sans doute accentué par les intrigues et la guerre. Il fait traduire devant une haute cour plusieurs hauts personnages du royaume, dont des membres de la famille Sture, qui l'accusent de trahison. À partir de 1563, sa folie s'accentue, son règne est devenu encore plus arbitraire et marqué par la violence. Sa méfiance à l'égard de la noblesse l'amène à se méfier de la famille Sture, alors dirigée par Svend Steven Sture, qui était marié à la belle-sœur de Gustave. Le roi a d'abord agi contre la famille en 1566, accusant le fils de Svend, Niels, de trahison, mais a commué sa peine et a envoyé Niels en Lorraine, soi-disant pour arranger un mariage avec la princesse Ronée de Lorraine. Cependant, Éric XIV avait décidé d'épouser sa maîtresse Karine. En 1567, au retour de Niels, qui est soupçonné de haute trahison, le roi ordonne de tuer plusieurs membres de la famille Sture. Éric XIV lui-même poignarde Niels Sture. Le roi considérait probablement le meurtre comme une exécution plutôt que comme un meurtre. L'exécution des Sture conduit à une fronde menée par les deux demi-frères du roi, qui est renversé, déclaré fou et emprisonné. Il mourra en prison quelques années plus tard, vraisemblablement empoisonné. L'un de ses demi-frères monte sur le trône sous le nom de Johannes III. Marié à la sœur du roi de Pologne, il tente de réintroduire le catholicisme dans son royaume et établit des relations avec l'empereur germanique et le roi d'Espagne Philippe II, ainsi qu'avec le pape. Afin de se prémunir contre la poussée russe en Baltique, il conclut une alliance avec la Pologne et étend la présence suédoise en Ygrie, à l'est de l'Estonie. Le conseiller le plus fidèle d'Éric XIV, Roran Persson, est condamné pour la plupart des actions entreprises contre la noblesse pendant son règne, avant d'être exécuté peu de temps après l'accession au trône du nouveau roi, Johann III. Pendant les 8 années qui suivent, l'ex-roi Éric XIV fut une source d'inquiétude pour le nouveau gouvernement. 3 rébellions, le complot de 1569, le complot de Mornay et le complot de 1576, dans le but de le libérer et de le réintégrer sur le trône. Ils ont tous été réprimés, et Éric XIV a été retenu prisonnier dans de nombreux châteaux différents en Suède et en Finlande. Éric XIV meurt en prison au château d'Orbinhus, où selon la rumeur son dernier repas est un bol de soupe au pois empoisonné. Un document signé par son frère Johannes III est un noble, Bengley Bunson Gikla, donnait à ses gardes l'autorisation de l'empoisonner si quiconque tentait de le faire évader. Il est inhumé dans la cathédrale de Västerås. En 1958, sa dépouille est exhumée et des analyses mettent au jour la preuve d'empoisonnement à l'arsenic. Comme on l'a vu, après la mort de Gustav Vasa en 1560, la Suède, réunifiée et restructurée sous Éric XIV, ne pouvait se satisfaire de son enclave géographique. Il va entreprendre une véritable expansion en Baltique, malgré des épisodes de démence. Le règne d'Éric XIV ouvre une nouvelle ère. Pendant 1 siècle et demi, le royaume scandinave sera un acteur majeur des grands conflits européens et ses soldats parmi les plus redoutés du continent. Mais à la mort de Charles XII en 1718, cela sonnera le glas des rêves de grandeur de la Suède. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.